Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Tony Joanneau de l'atelier Symbiosis. Bonjour Tony. Bonjour Pauline. Alors Tony, on rigole parce que j'ai enfin réussi à prononcer le nom de l'atelier correctement. Je voulais vous demander, attends, je vais reprendre. Déjà, je suis très contente de vous accueillir parce qu'on va élargir un peu le champ et ne pas parler que du végétal, mais aussi d'autres choses. Donc ça, je vous en remercie et je voulais commencer avec vous par vous présenter pour les auditeurs votre parcours et comment vous en êtes arrivé à cette histoire de symbiose entre le vivant et les matériaux, parce que ce sont des sujets qui nous intéressent sur le podcast. Donc c'est à vous, Tony, pour vous présenter pour les auditeurs. Ok, ça marche. Donc je m'appelle Tony Joanneau, je suis designer et ennoblisseur textile. Alors mon parcours. Donc moi j'ai été élevé en partie par des grands-mères couturières, tricoteuses, et l'une de mes grands-mères était chef d'atelier d'une ganterie dans le Loir-et-Cher. Et je crois que c'est vraiment elle qui m'a donné une certaine appétence pour les matériaux souples et pour le textile au départ. Plus particulièrement pour le cuir, mais en tout cas pour les matériaux souples en général. Et donc j'ai suivi des études aux Beaux-Arts, donc qui est devenue une école d'art et de design, l'ESSAD d'Orléans. Donc ça, c'était en 2005. Et durant mes études, j'ai fait la connaissance d'un designer textile qui s'appelle Tsuri Geta, qui était ennoblisseur textile et qui travaillait à partir d'un brevet qui alliait le silicone et l'étoffe. J'étais complètement fasciné par ce brevet à partir duquel on pouvait fabriquer toutes sortes de matières organiques très inspirées du vivant et plus particulièrement de coraux ou de formes d'organismes qu'on peut trouver dans les fonds marins. Et j'ai commencé en fait à faire un stage chez lui, ça a très bien marché, on a fait des concours ensemble et il m'a embauché à l'issue de mes 5 années d'études et j'ai travaillé dans cet atelier pendant 7 ans. Donc je me suis formé au métier d'ennoblisseur textile en travaillant au sein de son atelier. Alors moi, j'étais en charge du département design, mise en volume des tissus. L'activité principale, c'était du bijou, bijoux contemporains, parfois des pièces uniques. Donc on faisait un peu de tout à l'atelier. Je me suis formé évidemment à cette technique, à ce brevet de textile siliconé. Et en parallèle, j'étais aussi en charge de développer d'autres techniques, mais surtout de concevoir des objets, voire de carrément changer d'échelle, d'aller jusqu'à des installations. Et c'est aussi ce qui m'a fasciné dans ce travail de l'ennoblissement textile, c'est ces changements d'échelle, du bijou à l'installation. Et en 2016, donc au bout de 7 années de pratique, donc j'ai travaillé, et ça je dois le préciser aussi, grâce à Tsuri, avec beaucoup de maisons de couture. J'ai travaillé dans le milieu du luxe et c'est un milieu qui est très exigeant. Et le fait de travailler au sein d'un atelier en faisant, finalement, je dirais que l'apprentissage a été peut-être plus intuitif, plus sensible à plein d'endroits. Alors, je trouvais personnellement qu'il me manquait du coup une approche théorique sur les technologies textiles. Donc, je me suis formé aussi en parallèle, et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, lorsque j'étais chez lui. Je prenais des cours du soir, des cours qui sont très bien faits, les cours municipaux de la ville de Paris, je ne sais pas si vous connaissez? Et Non. c'est des cours pour adultes, et moi j'avais pris un cours sur les technologies textiles et un autre cours avec, une personne qui avait fait les arts déco, Hélène Guénin, et c'était un cours sur la couleur et ses applications professionnelles. Ah, Heu, génial. il se trouve que chez Toyota, c'est souvent moi qui faisais les teintures. Ça me plaisait beaucoup. Je pense que j'avais une sorte d'intuition pour les associations colorées et donc j'ai voulu pousser un peu, comprendre théoriquement, symboliquement, le travail de la couleur et voir comment, à travers certains codes, je pourrais me le réapproprier, dans ma pratique.
Donc ça, c'était hyper formateur. J'ai adoré ce cours qu'on avait avec Hélène Guénin, à travers l'histoire de la couleur, sa symbolique, mais aussi sur un travail de coloriste plus précis où on faisait des gouachés. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Euh, et donc en 2016, je ne voulais plus travailler avec la silicone pour plusieurs raisons, mais il se trouve que l'ennoblissement textile, à plein d'endroits, c'est un monde de chimie avec des chimies souvent nocives. Et j'ai donc choisi de réorienter ma pratique et de reprendre des études à l'ENSI Les Ateliers, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle, à travers un master spécialisé qui s'appelle Création et technologie contemporaine. Et à travers ce master, j'ai pu faire un bilan sur ma pratique et j'ai choisi de réorienter ma pratique dans l'ennoblissement sur l'éco-conception. Donc j'ai commencé à pas mal étudier les moyens et j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'attaque au procédé, au processus de fabrication pour pouvoir la réorienter. Et je suis tombé aussi complètement, je ne vais pas dire qu'en admiration, mais j'ai découvert beaucoup de nouvelles postures de recherche sur un domaine émergent qui était le biodesign et la biofabrication. Alors le biodesign, c'est un principe de convergence entre la biologie, qui va identifier des principes, des fonctions et des mécaniques du vivant, et le design qui va transférer ces principes dans des applications humaines en pensant la fonction, l'usage, le dispositif ou la fabrication. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le domaine de la biofabrication et voir comment une ressource biologique pourrait, à un endroit précis, répondre à une pollution de l'ennoblissement textile ou d'un savoir-faire, plus précisément, de l'ennoblissement textile. Donc, ce concept-là s'est affiné peu à peu. J'ai travaillé sur de la méthodo. J'ai fait beaucoup de méthodologie quand j'étais dans cette année d'études. Et je me suis entouré d'experts scientifiques. L'idée de ce projet, c'était de mettre en place des hypothèses créatives, de prendre plusieurs savoir-faire de l'ennoblissement textile et de comprendre comment je pourrais les réorienter à travers des hypothèses créatives en leur faisant rencontrer des ressources biologiques régénératives, voir en quoi ces ressources pourraient contrecarrer des pollutions, être intéressantes en termes de production. Et c'est un peu comme ça que j'ai fondé l'atelier Symbiosis. Et je me suis donc plus précisément intéressé à un principe biologique qui a donné son nom à mon projet, c'est la symbiose. Et la symbiose dans le vivant, elle peut être très manichéenne, soit parasitaire, soit vertueuse. Et évidemment, j'ai choisi le côté vertueux. L'idée étant d'associer un traitement à un tissu ou une matière souple dans une optique symbiotique et écologique. Et donc j'ai commencé par un premier domaine qui est la recherche. En fait, sans m'en rendre compte, je me suis lancé dans de la recherche fondamentale. Je me suis entouré pour plusieurs de mes recherches de chimistes, physiciens ou biologistes. Et toute cette recherche à l'ENSI, elle était... alors voilà, quand on est étudiant, on bénéficie peut-être d'une approche un peu plus facile auprès de tous ces partenaires. Après, il faut pouvoir changer l'essai et il y a quelque chose quand même qui m'a vraiment frappé dans le milieu scientifique, académique, c'est cette ouverture. En fait, j'ai trouvé que c'était un milieu qui était peut-être assez fermé et qui était en demande de profils comme le mien, qui avaient vraiment envie que les choses, que les disciplines soient plus poreuses. Et donc, je me suis dit que l'atelier allait devenir une sorte de laboratoire d'ennoblissement collaboratif. C'est un petit peu comme ça que ça s'est lancé. Je n'avais pas, en revanche,
une perspective très, très arrêtée sur ce que j'allais faire à l'issue de l'ENSI. Mais il se trouve que voilà, j'ai arrêté l'ENSI, donc ça a duré un an et demi à peu près le master. Et, et j'ai fait un programme de la Fondation d'entreprise Hermès. En fait, j'ai passé un concours et j'ai été lauréat de ce programme qui était vraiment fabuleux, qui s'appelle l'Académie des savoir-faire et qui portait en 2019 sur les textiles. L'Académie des savoir-faire, c'est un programme qui est porté depuis plusieurs années par la Fondation d'entreprise Hermès. L'idée étant de mettre à l'honneur tous les 2 ans, je crois, ce qu'ils appellent un matériau premier. Donc il y a eu le bois, le métal, la terre, la pierre, le verre et évidemment les textiles. Et donc j'étais ravi de pouvoir rencontrer. Et donc on était 22 académiciens avec des profils d'artisans, designers et ingénieurs. Et l'objectif de ce programme, c'est de nous perfectionner, de porter une réflexion sur la matérialité textile dans son ensemble, d'un point de vue historique, sociologique, philosophique. Donc d'ailleurs, c'est des matinales qui sont mensuelle sur les 6 premiers mois de l'année, ouverte au public. Et c'est sur inscription, mais c'est vraiment des très beaux moments. Et donc plusieurs experts vont venir parler d'un sujet en particulier, enfin d'un angle sur ce sujet du matériau. Et nous, le reste du week-end, les académiciens, on allait un peu partout en France, rencontrer d'autres, enfin des ateliers, des entreprises ou des experts sur un domaine particulier du textile, de la fibre ou de l'ennoblissement. Et à l'issue de ce programme, on avait aussi des semaines de workshop où on travaillait sous la direction pédagogique de Nathalie. Et c'est durant ce programme que plusieurs personnes, et donc pour les nommer précisément, c'est Juliette Vergne que vous avez Oui. rencontrée. Ouais, voilà. Donc Juliette, elle était dans mon groupe de recherche. Il y a aussi Capucine Bonneterre avec qui on s'est super bien entendu. Enfin, c'est notamment ces 2 personnes-là qui me reviennent tout de suite en tête, qui m'ont parlé de la couleur végétale. Enfin des formations en couleur végétale, puisque je l'ai peut-être pas précisé avant, mais moi j'avais commencé de mon côté à intégrer le végétal dans certaines de mes recherches, notamment des recherches autour de la cellulose bactérienne, mais il se trouve que je le faisais de manière très empirique, en autodidacte, avec des livres, et je choisissais le végétal parce qu'il permettait dans des procédés de transformation chimique et biologique de ne pas perturber certains organismes. Donc, je l'ai pas choisi par hasard en fait. C'est vraiment venu soutenir certains procédés de recherche que j'ai fait. Et j'ai une recherche en particulier sur l'impression de cellulose bactérienne sur tissu, où l'idée était de venir aussi allier certaines couleurs végétales dans le procédé. Donc j'avais commencé voilà, à intégrer certains extraits dans cette cellulose, et effectivement pour ne pas perturber le liquide bactérien, le végétal était la première réponse en couleur et la plus pertinente. Et donc à l'issue de ce programme, il y a eu le Covid. Mmh. Donc grande pause. Et pendant le Covid, j'en ai profité pour moi, me lancer un peu dans la teinture, de mon côté aussi en autodidacte. Donc j'avais monté un petit labo dans le sous-sol de chez ma belle-mère. Et j'ai commencé à faire pas mal d'expérimentations, de nuanciers. Et je m'étais associé juste avant le Covid avec une botaniste qui s'appelle Jeanne Basile, que j'avais rencontrée au sein d'un laboratoire communautaire où je suis resté pendant un an et demi aussi en résidence. C'est le laboratoire communautaire de la Paillasse, où étaient menées des actions d'amorçage de projets entrepreneuriaux à la croisée de la science et d'autres disciplines. Ça, c'est un endroit vraiment génial où j'ai pu
constituer mon réseau scientifique. D'accord. Et en tout cas, par la paillasse, j'ai pu rencontrer Jeanne. Et avec Jeanne, on avait le projet de faire un nuancier aux couleurs de Paris. Et on s'était intéressé euh, aux friches urbaines. Donc on avait commencé à travailler en cueillette sur certaines friches. Et voilà, après, il y a eu le Covid, Jeanne a déménagé. Donc moi, j'avais commencé un nuancier autour de ça. Euh, J'en ai profité pour le continuer un peu pendant le Covid. Et dès que les premières restrictions sanitaires ont été levées, on est parti dans le Luberon avec mon compagnon. Et je voulais à tout prix aller au jardin conservatoire des plantes tintoriales, et je voulais aller chez Couleur Garance. Donc c'était fermé, je me souviens à ce moment-là. Donc j'ai fait un forcing sur Facebook en disant ouvrez-moi s'il vous plaît. Et en fait, ça a été ma première rencontre avec Lise Camoin, qui m'a ouvert la porte. Et je me souviens parce elle était couverte de bleu, elle était dans l'indigo avec Arumi, elles étaient couvertes de bleu, elles étaient dans une grosse prod d'indigo. Ouais, elles m'ont accueilli hyper chaleureusement. J'ai été tout de suite enchanté déjà par le lieu dont on m'avait dit beaucoup de bien. J'avais évidemment entendu beaucoup parler de Michel. Et là, j'ai compris que quelque chose allait s'actionner autour de la teinture végétale. Ce ne serait pas l'entière partie de mon activité, mais qu'en tout cas, j'ouvrais une porte qui n'allait plus se refermer. Donc ça, c'est vraiment avec Lise et Arumi que ça s'est fait. Et puis après, je me suis quand même formé sur de la fabrication de pigments avec Lise. Un été, Mhm. j'avais embarqué mon compagnon avec moi, on l'a fait ensemble et c'était vraiment très chouette. Euh, et après, moi, de mon côté, dans la mesure où sur la recherche, je mettais en place beaucoup de protocoles scientifiques et chimiques, si vous voulez, c'est pas un truc qui me rebute. Assez vite, j'ai compris les méthodes et assez vite, j'ai pu me les approprier. Donc, euh, voilà, il existe plein de chimies différentes. Loin de moi l'idée de penser que je suis un expert de la teinture végétale, vraiment pas du tout. Je sais qu'il y a des gens, des vrais chercheurs, voilà, comme Michel, Clément, Sandrine. Enfin voilà, des gens. Clément Gauthier, je l'ai pas rencontré, mais je sais, enfin Sandrine m'en a parlé. Ouais, ouais. Et là, je sais que c'est des personnes qui œuvrent d'un point de vue de la recherche. Par contre, j'avais rencontré Dominique Cardon par le biais de la Fondation d'entreprise Hermès. On avait une conférence avec elle et j'étais retourné discuter avec elle dans une autre conférence. Et pareil, Dominique, elle m'avait fasciné dans son approche théorique, toute la recherche qu'elle a faite. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc, je, en tout cas, la chimie ne me faisait pas peur, Ouais. ne me fait pas peur. Donc assez vite, je peux m'approprier des protocoles. Et puis, ce que j'ai peut-être pas dit aussi, c'est que du coup, j'avais cette activité de recherche, mais en parallèle, j'ai une activité de transmission, une activité pédagogique qui s'est mise en place. Donc j'ai une première demande de l'ENSI et des arts décoratifs hein, par le biais d'Aurélie Mossé sur de nouveaux modèles de recherche, de rencontres entre des savoir-faire traditionnels et des recherches en biologie. Donc j'avais commencé à animer des workshops à l'ANSI autour de ça. J'en ai fait un aussi avec Aurélie aux arts décoratifs qui s'appelait Nouveau savoir-faire. Et puis après, ça a un petit peu basculé. Parce qu'en fait, c'est des formats courts sur une semaine. Et quand on travaille sur ces procédés, on est souvent confronté à des matières en culture.
et qui demandent un temps, des procédés de croissance, et pour ça, des formats studio sur un semestre sont parfois plus adaptés et donc après à l'ENSI, j'ai proposé un studio expérimental qui s'appelait Matière à cultiver où là, voilà, les étudiants avaient vraiment le temps, de s'emparer, d'un protocole, entouré bien sûr d'une expérience scientifique à chaque fois, mais de pouvoir aussi observer les temps de croissance et voir en quoi ça pouvait déterminer une preuve de concept intéressante ou non, ou la réorienter en fonction. Et donc à l'ENSI, sur les formats workshop, le département textile m'a demandé de revoir les choses et j'avais discuté avec plusieurs personnes, mais Dominique Cardonge sur la valorisation de déchets organiques. Je me souviens qu'il y avait Mmh. une matinale en 2018 super intéressante où Dominique Cardon présentait une partie de sa recherche, mais qu'en parallèle, on avait Pilibio justement qui était présent ce jour-là et qui présentait aussi leur recherche. Donc là, c'était vraiment les grosses Top. confrontations. Ouais, ouais, faudrait que vous retombiez sur cette matinale, elle est vraiment super. Et euh, à l'ENSI, les ateliers, on demande, en tout cas, on incite les étudiants à porter une recherche et la mettre en perspective dans le secteur industriel. Moi, c'est pas du tout mon secteur de prédilection. J'ai toujours travaillé dans l'artisanat, voire l'artisanat d'art. Mais en tout cas, je dois leur donner des clés pour ça et je dois les inciter à mettre ces recherches en perspective pour l'industrie. Et on m'avait demandé d'animer un atelier en teinture végétale et je leur avais dit non, mais moi, la teinture végétale, enfin, il y a d'autres experts qui peuvent faire ça. En revanche, ce que je trouverais intéressant, c'est de travailler de manière frugale sur la valorisation de déchets organiques et du coup, à partir de ces premières recherches, commencer à mettre en place, encore une fois, des hypothèses de concept pour l'industrie. Donc en fait, c'est un workshop qui commençait par un banquet et je trouvais qu'on avait plus jamais, plus que jamais besoin de se retrouver après toute cette période Covid. Et je voulais fédérer autour du banquet, donc un banquet initial où on partageait, donc il y avait quand même évidemment des ressources choisies et des ressources qui avaient un potentiel colorant. Et l'idée, c'était d'emmener ensuite les étudiants sur une demi-journée à faire des récoltes sur le territoire parisien, enfin vraiment en ville, et donc faire surtout les fins de marché et aller à la réserve des arts pour récupérer aussi des tissus naturels de seconde main et en gros valoriser nos poubelles à travers des premières gammes textiles colorées. Donc ça va très très vite, c'est une semaine super intense et en fait c'est un format qui a été beaucoup apprécié et depuis, voilà, je le refais tous les ans. Je trouve que c'est un workshop qui est très inspirant. C'est aussi une première incursion dans le milieu de la couleur organique qui est très accessible pour tout le monde. Donc j'ai une première journée d'incubation avec beaucoup d'entrées en théorie, où je leur donne quand même beaucoup de clés théoriques sur les transformations des ressources, mais aussi sur des lieux ressources, eux, pour après aller se former plus précisément. Euh, et c'est vrai que ça plaît beaucoup parce que on a une proximité de toute façon, de la même manière qu'on va se prendre de plus en plus attention à ce qu'on mange et on le voit bien avec le bio qui est arrivé dans nos Mmh. assiettes. Maintenant, c'est complètement établi. En 15 ans, je pense, enfin, il y a eu quand même un bouleversement dans nos assiettes. Je pense que de la même manière, on va glisser vers ces questions-là autour du vêtement et de la manière Ouais, dont j'aimerais tellement. Et du coup, dans les biodéchets que vous utilisiez, du coup, il y avait style peau d'avocat, peau de grenade, oignon. ouais, c'est ça. Euh, ouais. Oui, voilà, enfin les plus, enfin ceux qu'on peut trouver en tout cas sur les marchés en saison au mois de février.
Bah, D'accord, sinon, OK. c'est souvent au mois de février, donc c'est pas forcément le moment le plus adapté, mais ouais, voilà. Et donc, ils expérimentent. Chaque année, je mets l'accent sur un procédé. Donc, la première année, c'était vraiment que teinture. Après, on a fait impression de mordant et révélation. Et puis des fois, je mélange un peu. Enfin, voilà, je leur donne parce qu'ils ont envie de tout faire, mais bon, on ne peut pas Bah tout oui. faire en une semaine. Donc souvent, un groupe prend une ressource. Et pour compléter un peu, l'avant-dernier jour, je ramène des extraits végétaux et ils ont le droit de compléter la gamme avec un peu de couleur végétale. Je monte quand même une cuve d'indigo en début de semaine parce que je trouve que c'est toujours magique et pour ceux Mmh. qui n'en ont jamais fait, c'est quand même génial de pouvoir toucher à l'indigo. Enfin, moi, en tout cas, c'est la couleur que je préfère, c'est ce que je préfère. Non, mais c'est dingue comme elle est magnétique cette couleur. Il y a plein de gens qui sont en amour de l'indigo. C'est incroyable. Et Ouais, c'est toujours la même approche dans la manière de le dire en disant, je sais pas pourquoi, mais l'indigo. Et c'est marrant d'entendre ça. bah, je crois que enfin, si, moi, je sais que c'est le changement de couleur, la révélation, en fait. Mmh. Je pense que tout se fait dans la révélation. J'adore ce moment où, j'adore cette couleur quand on commence à sortir le tissu et qui verdit bleuit. Ça, c'est un peu la couleur que j'aimerais toujours garder et qui tourne après à un bleu magnifique. Mmh. Mais je crois que c'est ce moment que je préfère à chaque fois. Et oui, oui, c'est le procédé chimique que j'adore. Et toute la transformation, enfin, c'est vraiment fascinant, quoi, l'indigo. Donc voilà, moi, loin de, j'en parlerai peut-être après, parce qu'au Japon, j'ai eu l'occasion de le découvrir aussi autrement. Euh, mais voilà, dans l'approche, j'ai la recette simplifiée de Michel qui fonctionne super bien et souvent les étudiants ne le prennent pas vraiment en compte. Je leur en parle dès le début de semaine, mais en fin de semaine, tout le monde veut faire de l'indigo. Ah, et c'est incroyable parce que en épluchant votre site, votre compte Insta, etc., j'ai vu des œuvres avec, je supposais que c'était de la couleur végétale, mais je savais pas que vous aviez fait tout ça. Vous en aviez fait autant, que vous aviez rencontré toutes les personnes ressources, que vous faisiez des... Et je suis agréablement surprise. Je trouve ça top, et je l'avais pas Ah oui, mais forcément perçu. oui, bah après, j'en parle pas trop non plus. Peut-être que je communique pas trop là-dessus. Toute l'activité de transmission, je vais faire de temps en temps une communication plutôt sur LinkedIn, parce que j'aime Ouais. bien montrer ce que font les étudiants. Là, cette année, j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais chaque année, quand même, je fais un petit post en story. Voilà, j'ai une workshop, parce que ça, c'est hyper important. Ça a été hyper important à un moment dans mon activité. Il se trouve que voilà, j'allais venir peut-être à ça. Il y a une deuxième activité qui est une activité de création que j'ai entamée en 2021 et qui finalement a basculé et a pris vraiment beaucoup de place aujourd'hui. Elle a commencé en 2021 avec bah, d'ailleurs une lauréate de l'Académie qui était aussi dans mon groupe de travail avec Juliette. C'est Clémentine Brandibas qui est artiste brodeuse. Et ce que j'ai peut-être pas précisé aussi dans mon parcours, c'est que à l'issue du Covid, j'ai intégré l'incubateur des Ateliers de Paris, qui est un endroit vraiment génial, un service de la ville qui propose maintenant ça s'appelle plus les Ateliers de Paris, ça s'appelle le Bureau de la mode, des métiers d'art et du design. Et donc qui propose à des créateurs de ces trois secteurs d'activité d'intégrer l'incubateur pendant 2 ans en les accompagnant sur le montage, le modèle économique Ouais. de leur entreprise. Et il se trouve que moi, quand je suis arrivé aux Ateliers de Paris, c'était un petit peu spécial parce que j'avais pas de modèle productif. Je faisais surtout de la recherche et de l'enseignement. Euh, et je les remercie beaucoup parce qu'ils ont été vraiment super aidant à l'époque. C'était Françoise Sins, la dernière année où Françoise était là, et Lauriane Duriez qui a pris le relais à la direction. Mathilde Noni, qui a été une personne clé et que j'ai rencontrée
par l'intermédiaire de quelqu'un qui est aussi très important dans mon parcours, c'est Aurélia Gualdo. Là, je vous donne plein de noms, mais en fait, elle est anthropologue. C'est une activiste dans les mouvements de mode éthique. C'est quelqu'un de fabuleux et c'est elle qui m'a fait connaître les ateliers de Paris. C'est elle qui m'a aussi beaucoup aiguillé pour m'y présenter et qui m'a fait rencontrer Mathilde Noni. Et voilà. Et je pense que c'est arrivé à un moment de bascule aussi pour tout le monde, ce Covid, où peut-être qu'ils ont un peu réorienté les choses. En tout cas, voilà, je suis rentré dans cet incubateur. Ça a été hyper bénéfique pour moi. J'avais quand même ces 7 ans déjà d'expérience dans l'atelier de Surigueta, donc je savais aussi comment fonctionnait une petite entreprise. Ce qui me, ce qui me ralentissait sur un modèle productif, c'est que je voulais pas produire pour rien, Mmh. pas n'importe comment, et je ne voulais que ça se fasse que par association, donc toujours dans cette logique symbiotique. Je voulais aussi m'associer et collaborer avec des artisans d'art. Donc, j'y viens, je me suis associé pour le tout premier projet qui m'a été proposé par les Ateliers de Paris, qui s'appelait le Paris des talents, où 16 créateurs étaient invités à revisiter la trame d'un plan de Paris par leur savoir-faire. Il se trouve qu'à l'époque, je travaillais pas mal les bioplastiques marbrés de chlorophylle. Et donc j'étais aussi en contact avec Greening à Mmh. ce moment-là. J'avais fait des essais de teinture sur soie qui fonctionnaient pas mal et d'impression. Et j'ai proposé donc à Clémentine Brandibas de venir broder ces matières. Donc on s'est mis ensemble sur une direction artistique et on a travaillé sur ce projet. J'étais vraiment super heureux de la retrouver sur ce premier projet, euh, qui a été un peu le lancement de mon activité de création. Et je l'avais peut-être pas précisé, mais la première fois donc où je suis allé chez Couleur Garance à Loris, j'avais donc rencontré Harumi qui m'avait présenté ses plissages de soie colorée de végétaux. Donc moi je connaissais bien le plissage sur matière synthétique. J'avais en tête aussi certains plissages de la maison Fortuny sur des matières naturelles, mais je savais que ça ne tenait pas vraiment dans le temps. Et j'ai beaucoup aimé aussi la matière que Harumi utilisait, donc qui est un organza de soie assez transparent. Que je trouvais intéressant dans son approche, c'est elle l'appliquait sous forme d'encre. Et dans le procédé, du coup, on utilise aussi beaucoup moins d'eau. Je trouvais le procédé intelligent, intéressant. Donc elle avait à ce moment-là pas mal d'échantillons. Enfin, moi, j'avais vu beaucoup d'échantillons très géométriques. Je pense qu'Harumi, elle était passée de l'origami au départ. Elle faisait des bijoux en origami et elle est arrivée au plissage occidental, entre guillemets, plissage au carton, toujours dans des formes très géométriques. Et je pense qu'elle cherchait aussi des designers pour travailler avec elle, l'orienter peut-être dans une direction artistique. Moi, j'ai eu envie, en tout cas, de ramener beaucoup de courbes dans tout ça, et on s'est retrouvés un premier été tous les deux. On a commencé à faire des recherches ensemble, et il y avait des échantillons qui fonctionnaient super bien. On a travaillé dans un premier temps avec des couleurs que j'avais pas trop explorées moi de mon côté, mais des bois de campèche, bois de sapin, Ah. magnifiques. Et à l'issue de ce premier été de recherche, j'étais toujours aux ateliers de Paris. J'ai j'ai passé un concours de la fondation Banque Populaire, une bourse artisanat d'art qui m'a permis d'avoir un peu de fonds pour réaliser des premiers prototypes. Et du coup, j'ai créé des pièces à partir de ces plissés végétaux, et ça a été les premiers prototypes d'une collection assez longue depuis. Qu'on Euh, voit sur votre site. voilà,
que j'avais D'accord. appelé Undula, donc qui reprend tous ces mouvements à queue. On a des sensations, des passages de couleurs. Ce qui m'intéressait, c'était que ces tableaux soient la rencontre entre au moins deux couleurs, toujours dans cette logique symbiotique. Et donc, on a pu présenter, grâce aux Ateliers de Paris, ces premiers protos sur le salon Révélation en 2022. Et ça a été une grande bascule ensuite, puisque la maison Dior est venue nous voir à la fin, juste avant qu'on remballe, à la fin du salon. C'était assez génial comme rencontre. Ils avaient beaucoup aimé notre proposition, qui entrait en résonance avec une collection qui avait été créée. Enfin voilà, je le découvrais et c'est vrai que ça résonnait beaucoup avec une collection pour hommes qui avait été créée un an plus tôt. Et ils nous ont demandé si on avait les moyens de travailler en plus grand format. Euh, et donc là, j'ai repris la casquette vraiment design installation telle que je l'avais euh, entrepris quand j'étais chez Tsurigeta. Donc ça, voilà, on est rentré dans de la production à plus grande échelle. Et là, c'était vraiment génial. J'ai aussi beaucoup aimé qu'une maison de luxe réintègre le végétal dans des pièces. Alors là, c'est des œuvres d'art, hein. Ils Mmh. achètent comme des œuvres d'art dans leur magasin. Et donc moi, je leur ai proposé, j'ai fait un travail conceptuel avec eux au départ. J'ai appris que Monsieur Dior était passionné de botanique, et donc ça rentre aussi beaucoup en résonance avec l'histoire de la maison. Euh, Christian Dior avait d'ailleurs des roseraies, un grand jardin de roses dans le nord de la France. Et Mmh. j'ai imaginé que on pourrait créer donc ces séries de tableaux comme des promenades dans les jardins de Monsieur Dior, de l'aube au crépuscule. C'était que des variations, des sensations comme ça, colorées, réalisées avec les végétaux. Et voilà, et je suis ravi parce que c'est une très belle collaboration qu'on développe avec cette maison. Ça nous a permis aussi d'explorer des associations colorées qu'on n'avait pas pu encore faire. Et voilà, et donc ça, c'est cette activité de création qui m'occupe beaucoup depuis 2 ans avec Harumi. Et alors du coup, donc Harumi de couleur, Garance, Ouais, que j'ai eu, pour parler des voyages au Japon et cetera sur une autre activité qu'elle a. ouais, Et donc du coup là, c'est avec la maison Dior, c'est des objets d'art du coup? oui, C'est pas du vêtement, hein, on est d'accord? non, 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 c'est les tableaux qu'on voit sur votre site? Ouais, ouais. d'accord. Moi, ça a été un vrai choix dès que je suis. Pour le coup, j'ai vraiment travaillé plutôt dans la haute couture, un petit peu dans le prêt-à-porter, mais le calendrier de ces maisons sur la haute couture et le prêt-à-porter ne me convenait pas. Il convient pas avec ce temps du végétal, il convient pas avec ces manières de travailler. Alors, je pense qu'il pourrait convenir parce qu'il y a quand même plein d'outils maintenant aujourd'hui qui se sont mis en place. Euh, mais en tout cas, moi, je viens du design objet et Mmh. espace aussi. J'avais fait espace à Orléans. Ouais. Et mon envie, et c'est ce que je développe avec l'atelier Symbiosis, c'est de transposer des savoir-faire de haute couture à l'échelle architecturale. Donc c'est voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, et je suis pas dans la création de vêtements. Il y a plusieurs créateurs de mode qui m'ont demandé d'ailleurs de travailler sur des tissus. Alors en haute couture, ça pourrait marcher, mais en prêt-à-porter, pour le moment, en tout cas, c'est pas du tout un chemin que je souhaite prendre. C'est d'autres processus qui sont hyper intéressants, mais qui sont pas les miens en tout cas. Alors, je fais juste une parenthèse, Tony, parce qu'on avait reçu à l'époque Chantal Guillon, qui avait travaillé dans Ouais. plusieurs maisons de luxe, et je lui avais demandé son retour par rapport à est-ce que pour elle, la teinture végétale pourrait revenir sur les devants, on va dire, grâce aux maisons de luxe. Juste, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles y aillent et quels sont donc ces fameux process qui pourraient faciliter le retour du végétal dans la mode de luxe?
Alors pour les maisons en tant que telles, l'enjeu, mais comme pour n'importe quelle entreprise au départ, il est économique. Si, il y a un enjeu économique, par glissement, il deviendra écologique. Mais, l'enjeu de départ quand même pour ces maisons, faut pas l'oublier, c'est économique. En tout cas, c'est mon avis. Il y a de très beaux, projets et ça, c'est plus, une approche, que j'ai par l'éco-conception, hein, en design plus précisément, qui me laisse penser ça. Un modèle de symbiose industrielle que je trouve fabuleux, qui date des années 70 et dont on pourrait vraiment s'inspirer aujourd'hui, c'est le modèle de Kallenburg aux Pays-Bas, où dans un pôle industriel, la proximité de certaines entreprises fait que les déchets d'une Mmh. entreprise peuvent devenir la matière première de l'autre. Ça, c'est un exemple de symbiose industrielle, quelque chose d'intelligent, euh, qui existe depuis longtemps, mais qui demande plusieurs paramètres pour pouvoir se mettre en place. En tout cas, l'enjeu de départ n'était pas écologique pour Kallenborg, Mmh. c'était économique. Et je pense que c'est la même chose déjà pour ces grandes maisons. Alors, elles ont quand même un travail en R&D depuis très longtemps sur ces questions, toutes à plein d'endroits. Ça, je suis bien informé là-dessus. Je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qui se font depuis longtemps, Mmh. euh, et elles ont certaines réponses. Après, d'un point de vue marketing, pour que ça puisse marcher, c'est souvent une histoire de communication. Enfin, je pense qu'il y a une histoire qui doit s'activer par la com, je crois. Euh, En tout cas, Mmh. c'est C'est souvent votre point comme de vue. ça, Mmh. je crois. Ouais. Ouais. Donc Bon. ça veut dire qu'elle s'y intéresse. Ça, on en avait eu plusieurs échos, donc plusieurs maisons de voilà, ça il y a un intérêt. Que s'intéresser, il y a vraiment un travail en R&D qui est mené par, je suis persuadé, par toutes les maisons. Elles sont obligées d'ailleurs. Euh, Et alors comment on pourrait alors je suis hyper intéressée par la partie le déchet d'une entreprise devient la ressource d'une autre parce que je travaille une quinzaine sur justement les autres ressources tinctoriales qui ne sont pas cultivées mais qui seraient disponibles, donc soit végétales, champignons, les algues ou des déchets industriels, parce que moi je viens de la grande distrie à la base, mm. j'ai travaillé dans l'agroalimentaire et en fait il y a plein de ponts. Je me dis non mais attendez, là il y a de quoi faire. Donc ça m'intéresse beaucoup, mais du coup j'ai du mal à comprendre. Il faudrait comment dire trouver des ressources végétales qui pourraient donner de la couleur et qui seraient économiques par le fait qu'elles soient présentes, disponibles et du coup pas chères. C'est ça en gros qui ferait que la Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas que des ressources végétales, c'est des ressources organiques, je dirais, de d'accord. manière globale. Euh, Alors, je suis pas expert Non non. vraiment dans ce domaine, mais ce que j'ai retenu, en tout cas, de ce principe, par exemple, de symbiose industrielle, c'est qu'il y a un point à ne pas mettre trop de côté, c'est la proximité des entreprises pour que ce transfert de ressources puisse avoir lieu dans Ouais, les meilleures conditions. ouais. Euh, Là, je crois que sur le modèle, je l'ai pas étudié dans le détail, mais sur ce modèle de Kallenbourg, ce qui s'est passé, c'est que c'est la ville, en fait, c'est la mairie de la ville qui, à un moment, a rassemblé les entrepreneurs et a décidé de travailler en bonne intelligence, et où chacun s'est dit, bah oui, évidemment, enfin, on gagnerait tous à travailler comme ça. Je pense au départ d'un point de vue financier et évidemment par glissement, ça s'est retrouvé être vertueux d'un point de vue écologique. Euh, D'accord. Après, je ne sais pas, vous, c'est plusieurs filières, c'est ça, du déchet que vous pouvez Non, identifier, c'est qui pourrait... en fait, je me dis, il y a plein de donc on a parlé des biodéchets tous les 2 avec, les restes alimentaires, mais il y en a plein d'autres ressources. Ah Il bah y a oui, les oui, ouais, non, mais il y a les ressources de l'agriculture, les coproduits agricoles, ouais, il ouais. y a les déchets de l'industrie agroalimentaire, il y a aussi des choses, surprenantes que je allez-y, Non, allez-y. non, mais ça, c'est des sujets brûlants, par exemple, à l'ENSI Les Ateliers, en création industrielle. Tous les coproduits à valoriser, enfin, je ne sais pas combien de diplômes
je vous invite vraiment à aller voir, Ah ouais, ce serait chouette de mettre en relation parce que je suis en train de bosser là-dessus les ardemment. ouais, ouais, bah, les diplômes, déjà sont je crois qu'aujourd'hui, ils sont publics. Vous pouvez, et alors, faut un peu de temps. Les diplômes à LN6, c'est souvent 3 à 4 heures de soutenance, donc c'est un peu long. Mais c'est passionnant, c'est des étudiants passionnés et la question écologique, de toute façon, est au cœur de leur démarche. C'est pas forcément, le projet en tant que tel, mais ça intervient de toute façon aujourd'hui de manière, nécessaire. Et il y a eu énormément de projets autour de la valorisation de coproduits. Ça, il y en a Top. vraiment plein. Mm. Moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais celui qui m'anime le plus, c'est la recherche que je fais avec la Sorbonne depuis 2 ans maintenant, avec une chercheuse au CNRS qui s'appelle Marie Béric, et qui m'a proposé en 2000, je crois que c'était 2022 du coup, peut-être un petit peu avant, de travailler sur un procédé d'extraction pigmentaire des épines d'oursin. Oh, incroyable. Voilà, donc ça, c'est un projet que elle, alors elle a fait une thèse dessus. Marie a commencé à travailler dessus et il se trouve que elle était en lien avec un ingénieur biomatériaux que j'avais rencontré à la Paillasse, Christophe Tarabou, donc il nous avait mis en contact. Et vous parliez de l'étranger tout à l'heure, Mm. ces questions peut-être de la biofabrication au sens large, enfin, en tout cas d'un point de vue de la couleur. Nous, en France, on a beaucoup de retard, euh, par rapport à l'Angleterre, d'un point de vue pédagogique, à Centrale Sainte-Martine. Ah, Question. j'enregistrais justement, c'est incroyable, c'est incroyable. J'enregistre avec, alors attendez, je vais plus avoir le nom. Comment elle s'appelle? Je couperai, hein, au pire si Jackie Andrew, ça vous parle? Alors, je connais pas Jackie Andrew, mais celle qui a vraiment donné l'input, je dirais que c'est Carole Collet. Alors, biofabrication, mais elle est en plus, c'est plutôt biologie de synthèse au départ, et avec une de ses étudiantes, Audrey Natsai-Chezia, elles ont fait connaître la biologie synthétique appliquée au textile en Angleterre, en Europe, mais je dirais presque dans le monde entier. Parce qu'elles ont fait des premiers projets qui ont été un véritable bouleversement. Il y avait une super expo comment ça s'appelle, à EDF, là, j'ai oublié le nom, qui s'appelait Live, où elle présentait plein de projets autour de la biofemme, mais alors ça date, hein, cette expo. Peut-être qu'on coupera ça aussi, parce Ouais, que c'est... ouais, non, mais c'est pas grave, je regarderai. En tout cas, Mais Carole Collet, je dirais qu'elle s'est faite connaître au départ pour ce projet où elle proposait, et je crois qu'elle s'était faite accompagner d'un prix Nobel pour ce projet, elle proposait de changer la séquence ADN d'une plante. En l'occurrence, elle partait dans un scénario prospectif où les plantes devraient devenir des usines multifonctionnelles d'ici quelques années pour les humains. Et j'espère que je bafoue pas trop son projet, que j'en parle bien, mais en tout cas, dans ma tête, c'était un fraisier qui modifié contenait beaucoup plus de nutriments et dont le système racinaire formait des points de dentelle. C'est un projet, je crois, qui s'appelle BioLace et qui, dans sa dimension éthique, scientifique, poétique, posait plein de questions. Et je crois que ça a été un grand bouleversement dans le champ de la biofabrication. L'une de ses élèves aussi, Audrey Natsai-Chezia, donc a beaucoup travaillé avec cette bactérie colorante, la Gentinol lividum bactérium que Pilibio aussi euh, a, a utilisé et a scalé à grande échelle. Pilibio, c'est vraiment génial hein, ce qu'ils ont fait quand même. je les ai contactés. À l'époque, il y a un an, ils m'avaient dit qu'ils communiquaient pas maintenant. Là, j'ai vu qu'ils avaient ressorti un communiqué de presse là cette semaine sur LinkedIn. Je me suis permise de les relancer. J'aimerais vraiment bien avoir Ce qui est leur très témoignage, fort quoi. avec Pilibio, c'est la vision industrielle du projet
qu'ils ont eu dès le départ et pas pour rien. Donc c'est que c'est né aussi à l'ENSI avec Marie-Sarah Adoni, qui a un double cursus en biologie à l'ENS et en design. Et je crois qu'il y avait un partenariat qui était fait avec Bic, les stylos Bic, et elle avait imaginé que l'encre des stylos Bic pourrait être remplacée par Ce euh, serait génial. la production de cette bactérie. Et le projet a pris pas mal d'ampleur ensuite à la Paillasse, qui avait été cofondé par Thomas Landrin. Et donc Jérémy Blache, président de Pili, a rejoint aussi le projet. Et aujourd'hui, Pili, bah, c'est une équipe, je crois qu'ils sont 20 personnes, 20 chercheurs à Toulouse. L'objectif, c'est de mettre en place une unité de production dans la région lyonnaise et de démocratiser aussi cet accès euh, à la couleur par fermentation bactérienne, euh, Mm. qui est vraiment incroyable dans le procédé. Et je dis démocratiser, parce que je crois que l'objectif qu'ils ont, c'est de teindre des vêtements, mais à un prix accessible. C'est ça vraiment tout l'enjeu. Ouais, Et c'est pour ça que ça prend aussi autant de temps. Et je les trouve vraiment exemplaires inspirant. dans leur parcours, inspirants, exemplaires, mais parce qu'ils sont aussi hyper intègres. Ils ont une vision depuis le départ. Je pense qu'ils ont reçu beaucoup de pression de la part de plein de lobbies, sans doute, Mm. sur la teinture synthétique, mais aussi sur plein de gens qui voulaient certainement s'emparer de ce type de recherche euh, et peut-être pas les porter de la meilleure manière qui soit. Et voilà, enfin, moi en tout cas, Je c'est un vais, bon je, modèle et j'en parle je vais les beaucoup. relancer. Ouais, j'aimerais bien les avoir parce que pas pour, enfin voilà, vraiment pour prendre un autre axe sans pression, mais voir un peu comment ça a avancé, etc. Je trouve ça passionnant et je rebondis sur ce que vous dites quand vous dites qu'on est un peu en retard côté français sur cette histoire de valorisation. Donc que ce soit des biodéchets, des coproduits, des invasives ou autres. J'avoue que je vois un petit peu, je suis contactée un peu par le Canada, l'Angleterre, et je me dis c'est vrai qu'en fait on a tout ce qu'il faut chez nous, mais soit, alors il y a peut-être ça aussi, soit on n'en parle pas, soit les gens qui travaillent là-dessus ils sont pas assez mis en lumière ou on n'a pas. Alors je vais essayer de chercher aussi parce que plus on parle et plus j'ai des noms et du coup je peux voilà essayer d'en parler, mais je trouve qu'on en parle peu alors qu'on a tout. On a beaucoup de comment on va dire de gens qui travaillent, de chercheurs, Oui, oui. de process et c'est pas assez mis en valeur. Je Voilà, pense. alors c'est pas toujours mis en valeur, mais effectivement peut-être pour d'autres raisons. C'est-à-dire que dans le milieu de la recherche, il y a quand même une culture du secret qui est instaurée à plein d'endroits. Il se trouve que par exemple Marie Albéric, avec qui donc je travaille maintenant sur les teintures d'oursin, bah, elle mène cette recherche depuis des années, quoi. Donc, moi, Ouais. ça fait c'est tout récent, hein, et je lui ai proposé, et c'est vrai que ça prenait sens. Donc, elle m'a demandé d'appliquer ces pigments sous forme de colorants en revisitant certaines recettes de teinture végétale. Et j'ai commencé comme ça, à avancer dans l'étude et l'application de ces molécules colorantes. C'est assez génial. Pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, et j'ai trouvé que ça prenait une autre dimension, mais ça c'est plus mon côté design qui a repris le dessus. Je trouvais intéressant que cette recherche se fasse dans les lieux où la ressource se trouve en grande quantité, où elle est parfois invasive, et pas qu'un peu. Et au Japon, ça prenait tout son sens. Parce que le Japon, et ça elle le savait très bien, hein, Marie Albéric, le Japon est le premier consommateur importateur au monde d'oursins. Et il y a à peu près un gisement de matière de 60 000 tonnes à valoriser par an. Et donc, bah, je lui ai proposé qu'on fasse progresser cette recherche par le biais d'une résidence à la Villa Kujoyama. Et ça a été génial parce que je crois que le projet a été vraiment très bien reçu. Déjà au niveau de l'Institut français, le,
la Villa Kujoyama, la directrice de la villa qui l'a soutenue et bien sûr la Fondation Bettencourt-Schuller qui soutient aussi tout ça et c'est vraiment un super programme de recherche, la Villa Kujoyama. J'ai une chance inouïe de pouvoir aller au Japon là, cette année, donc j'y suis allé de septembre à décembre. L'objectif, moi, sur place, c'était de tenter de remonter une filière du déchet d'oursin et de la faire dialoguer avec l'artisanat textile traditionnel sur des techniques de teinture à la réserve en partie, mais aussi d'autres techniques qu'on peut trouver plutôt au sud-ouest du Japon. Il y a beaucoup de savoir-faire et traditions textiles vers Okinawa et c'était vraiment passionnant. Alors, j'ai eu très peu de temps pour amorcer le projet. Enfin, j'ai préparé en amont. On avait identifié certains acteurs pour remonter la filière avec Marie Albéric. Harumi aussi, puisqu'il faut quand même parler japonais, m'a aidé à identifier une entreprise en particulier. Et là, on va faire une émission de télé avec elle et Marie Albéric. Et ça, je suis vraiment ravi, parce que c'est une entreprise qui me fournit désormais les épines d'oursin. C'est l'entreprise Ozuka Suisan, qui se trouve complètement à l'ouest, dans la préfecture de Kagoshima. Et en fait, eux ont déjà commencé à breveter aussi ce procédé de teinture. Il se trouve que ils s'en sont rendus compte de manière très simple. En fait, c'est des oursins qui étaient conditionnés et c'est un peu la direction qu'on avait pris parce que au départ, on cherchait par les marchés de poissons, comment est-ce qu'on allait réussir avec les coopératives de pêcheurs à récupérer Mmh. ces déchets. Bon, c'était vraiment hyper complexe. Puis il y avait plein de normes sanitaires qui nous empêchaient aussi un peu. Et donc, les oursins sont très consommés au Japon et parfois en conserve, sous forme de conserve. Donc, on est allé sur ce type de conditionnement Ah ouais. et c'est comme ça que Harumi a identifié Ozuka Suisan, qui est une entreprise dirigée par une femme, Madame Ozuka, et qui, elle, a fait appel à un chercheur de la région de Kagoshima, de la préfecture de Kagoshima, Monsieur Fujimoto, il y a une dizaine d'années à peu près, pour travailler sur la valorisation de ces squelettes et épines d'oursin. Et donc, elle avait pressenti le potentiel colorant puisque ses employés avaient les doigts tachés quand ils conditionnaient Et les... justement, j'allais dire, c'est de quelle couleur, du coup, les épines d'oursin? Alors là, c'est une espèce d'oursin qu'on appelle le Murasaki Uni qui donne un violet en couleur, en première couleur et qui peut varier bah, voilà, selon Oh, les pH, génial! vers du rose ou un bleu très clair quand, quand on va en milieu alcalin. Et, Top. et donc, bah, j'ai eu la chance d'aller rencontrer cette femme qui m'a présenté ce chercheur, Monsieur Fujimoto. Maintenant, on a une plateforme commune d'échange avec Marie Albéry qu'ils ont pu se rencontrer. Donc, c'était hyper émouvant que ces chercheurs puissent se Bah ouais. rencontrer, fassent évoluer leurs recherches aussi les uns les autres. Elle, je pense qu'au Japon, elle essaye de faire connaître cette recherche, mais que jusqu'à présent, voilà, il n'y avait pas eu énormément d'engouement. Alors, le gouvernement japonais investit à hauteur de 25 000 euros dans cette région par an pour la pêche de ces oursins, parce qu'on ne peut les pêcher qu'à la main. Et pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu vraiment écologique, c'est des destructeurs des fonds marins. En fait, les oursins, ils ont des dents et en fait, ils rongent vraiment tous les fonds et ça empêche toute une biodiversité de se développer en côte, ça empêche une certaine pêche aussi. Et donc j'ai pu rencontrer la coopérative de pêcheurs d'Akune, là, dans la région de Kagoshima, qui m'a expliqué ça. Donc, Oh, c'est tout est là, passionnant. mais ça ne veut pas dire que le gouvernement a compris qu'il y avait un levier Mmh. économique forcément intéressant et j'espère que par le biais de la Villa Kujoyama et du type de recherche que j'ai porté, on peut en tout cas amener un certain regard. Alors nous, on avait trouvé de notre côté avec Marie Albéric que quand même, pareil, il y a à peu près 6 ans, je crois,
à l'université d'Okayama, ils avaient fait aussi une première recherche sur ces pigments, mais plutôt utilisés dans les colorants alimentaires. Bon, jusqu'à présent, ça a pas été vraiment exploré. Voilà. Et donc, bah, moi, l'objectif, c'est de poursuivre cette recherche, la faire évoluer et travailler même sur cette matière par épuisement. Donc là, il y a une idée couleur d'un côté, mais il subsiste aussi une matière là-dessus et je suis en train de travailler sur un prochain projet. Je ne peux pas vraiment encore en parler, mais Y a pas de souci. en tout cas, il sera présenté en octobre prochain au JAD, le Jardin des métiers d'art et du design, où j'ai mon atelier désormais. Super. Bah, en tout cas, Tony, n'hésitez pas si vous voulez qu'on se refasse un petit épisode actu au moment où ça sort et au moment où vous voulez, même si c'est 10 minutes, hein, mais voilà, de tenir informé des avancées de tous. Moi, je trouve ça hyper chouette. Donc, dans tout ce que vous avez raconté, vous avez répondu à pas mal de mes questions. Donc, sans les avoir lues, c'est quand même balèze. Ce que je voulais savoir avec vous, c'est, voilà, il y a cette histoire, moi, qui m'intrigue de biofabrication. Vous avez, sur votre site, quand je les ai épluchés, j'ai vu tout ce qui était bio-ennoblissement, que vous travaillez avec de l'organique. Et en fait, j'aimerais savoir quel type, si vous avez le droit de le dire, mais organique, c'est quoi? C'est donc on a parlé des bactéries, ça peut être des algues, ça peut être. C'est Ah quoi ouais. en fait votre champ d'action? Oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé toutes ces ressources que j'ai investies dès 2016. Donc évidemment les algues, ça a été les premières. J'ai travaillé sur un projet en partenariat avec la Manufacture des Gobelins et plus précisément l'atelier de teinture de la Manufacture des Gobelins. À l'époque, était encore dirigé par Francis Tribier et il y a une passation qui s'est opérée à ce moment-là avec la nouvelle responsable de l'atelier, Sylvie Sicaleschi. Et ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans un savoir-faire patrimonial, de comprendre comment on était passé au colorant synthétique dans les années 50, soi-disant pour des questions de solidité, mais on sait bien que c'est pour des enjeux économiques aussi. Euh, Ouais, c'est bien de le dire. Ouais, c'est oui, bien de le rappeler. voilà, et bah oui, parce que Sylvie Sicaleschi, elle me le dit, et elle a entièrement raison. Enfin, elle m'a alerté là-dessus dès le début, et je trouve qu'elle a vraiment raison. On a très peu de recul sur les colorants synthétiques. Ces histoires de solidité à la lumière, alors ça, c'est aussi un truc. Sur n'importe quelle autre matière, ça passe. Le Ouais, mais nous, ça va pas. Ouais. le tissu, il faut qu'un tissu soit immortel. Je comprends pas. En fait, les colorants, ils passent à la lumière de toute façon. Il n'y a pas un colorant synthétique, il va passer aussi. Alors évidemment, si on ne maîtrise pas la couleur végétale, ça passe plus vite. Mais si on sait bien travailler la couleur végétale, je pense qu'à côté d'un colorant synthétique, on n'a pas vraiment d'ailleurs de recul. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mm. Elle me disait aussi, Sylvie. Il y a 400 ans de recul parfois, parce que c'est des tapisseries qui ont été, par exemple pour les bleus, certains indigos tiennent encore très bien au bout de 400 ans. Donc, Et j'étais avec une Mexicaine historienne maya qui me parlait du bleu maya sur les devantures ou sur les masques qui ont des milliers d'années et qui sont là. On a reçu Dominique Cardon qui nous parlait de la Garance sur certaines tenues. Donc en d'ailleurs, fait, je suis d'accord avec vous, mais je me demande si ces fausses idées reçues, elles sont pas glissées par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le végétal revienne d'une certaine manière, je pense. peut-être, en tout cas, ça naît de logique industrielle. Ce principe de Hum, devoir faire durer une couleur, c'est répondre à des normes. Dans la mode, vous parliez tout à l'heure du prêt-à-porter, euh, c'est des normes. Dans le monde du luxe, les normes, elles sont hyper strictes. Enfin, euh, alors, bien sûr, peut-être que sur certains objets de grande valeur, il y a quand même une logique de transmission, effectivement, mais c'est quand même aussi en grande partie culturel. Un bois ou un cuir, ça se patine et on trouve ça très beau. Un textile, culturellement, ça pose question. Et, euh, et dans d'autres cultures, et notamment au Japon, c'est tout à fait accepté.
en fait. Il y a pas cette question. Donc je pense que c'est quand même culturel. Je sais pas à quel moment, en tout cas, ça a changé. Je pense que des historiens, enfin d'autres experts pourraient mieux vous aiguiller là-dessus. Mais moi, en tout cas, c'est une question qui m'occupe déjà depuis, longtemps, puisque mon premier diplôme, quand j'étais à l'ESSAD d'Orléans, je l'avais fait sur les phénomènes d'usure, appliqués aux matériaux. Ça s'appelait d'ailleurs l'usure pour usage et je travaillais, sur l'évolution des objets, des phénomènes d'usure qui pouvaient devenir usuels, dans l'objet. Donc soit en le transformant, de manière structurelle, soit par la couleur. Et voilà, et là, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se font là depuis 2 ans autour de ça. Je trouve que c'est très bien. En fait, c'est un chemin qui me paraît, en tout cas, culturellement, logique, à atteindre pour pouvoir, bah, tout simplement, peut-être aussi prendre soin différemment, de nos objets, de nos matières, de nos tissus. C'est, ça, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup avec une tisserande avec qui je travaille. Enfin, j'ai donné en tout cas des cours, en formation continue à l'IFM, l'Institut français de la mode. C'est Anne Corbière. Alors ça, c'est une personne vraiment super. Si vous avez si vous ouvrez sur la fibre et sur le tissu, c'est une experte que j'ai pu rencontrer grâce à la Fondation d'entreprise Hermès et qui d'ailleurs a ouvert la toute première matinale qui était D'accord. donnée pour l'académie. Et Anne Corbière, elle est tisserande. Elle a fait d'ailleurs la section textile de l'ENSI qui s'appelait avant l'ANAT. Donc c'est vraiment à l'ENSI, ils forment vraiment des techniciens, techniciennes. Souvent, c'est encore très genré, mais c'est Mmh. souvent des femmes. Euh, Au tissage, au tricot, mais voilà, il y a vraiment tout ce côté fibre, fil, tissu, qui est très imprégné dans cette section de l'école, contrairement aux arts déco où la partie ennoblissement est beaucoup plus large. Enfin, ils ont des moyens en tout cas pour l'ennoblissement qui sont pas donnés. Voilà. Donc là, je digresse complètement, mais c'était pour dire qu'on fait Les algues. avec, avec Anne Corbière à l'IFM qui s'appelle Textile durable, point d'interrogation, et où on revient aux origines de la matière. Et elle fait toute la partie fibre, fil, tissu, et moi je fais la partie ennoblissement. Et on revient à ses origines pour travailler dans une logique écologique sur les procédés. Euh, et oui, on était sur les algues, pardon, et donc j'ai fait ce projet. Le tout premier projet que j'ai porté à l'ENSI, c'était ce projet qui s'appelait Spiruwheel. Mon objectif était de revisiter le cercle chromatique de Michel Eugène Chevreul, qui a dirigé la manufacture des Gobelins au 19e, qui était donc le chimiste qui a beaucoup travaillé sur la théorie des couleurs, les contrastes simultanés notamment. Et je m'intéressais à une ressource biologique, en particulier, qui était une microalgue à contenance en pigments, la spiruline, qui contenait donc du rouge, les caroténoïdes, du vert, de la chlorophylle, et du bleu, de la phycocyanine. Et en dehors de l'indigo, je Mmh. trouvais intéressant d'amener une nouvelle ressource colorante en bleu, ce bleu qui me fascine beaucoup. Voilà, on a commencé à travailler de manière pareil, empirique avec Sylvie Sikaleshi. C'est vrai qu'elle aussi, par observation, m'a formé c'est une vraie teinturière hein, au Gobelin. J'ai trouvé aussi génial que une institution comme celle des Gobelins m'ouvre ses portes pour ce type de recherche. Et un peu par accident, s'est rendu compte que ce bleu allait surtout s'extraire à froid. Et j'ai fait évoluer ce projet ensuite avec un ingénieur du Muséum d'histoire naturelle, Claudier Prémian, qui est aussi quelqu'un de complètement fascinant dans son approche et qui, lui, m'a
initié un vrai procédé d'extraction de la phycocyanine. Et donc cette couleur, elle reste de toute façon éphémère, puisqu'elle est photothermosensible. Donc on a commencé, mais ça fait 3 ans à réfléchir à certains moyens de pouvoir les fixer. J'avais d'ailleurs commencé à contacter Michel pour faire évoluer cette recherche. Et puis bah voilà, j'ai d'autres projets qui sont arrivés entre-temps, donc je compte les reprendre à un moment. Comme toutes les recherches de l'atelier Symbiosis, je les mène jusqu'à un certain point et de toute façon la recherche c'est souvent Mhm. quand on sort de l'école aussi, enfin ça je le dis parce que c'est quand même 80% de temps à trouver des financements pour pouvoir la faire, Bah ouais, c'est ça, c'est ce que 20% j'allais dire, à ouais. réellement chercher. Donc voilà, et ça elle me tient à cœur cette recherche. Donc par exemple les microalgues, je me suis intéressé aussi beaucoup à tout ce qui est parasites et notamment les moisissures, les micro-champignons. Et là, je me suis entouré d'une mycologue et microbiologiste, Gisèle de Villerbec, avec qui d'ailleurs j'anime aussi un module à l'ANSSI Les Ateliers dans la section NIT Nature Inspired Design, donc plus destiné à des professionnels qui s'orientent sur la question du biomimétisme ou par extension Mhm. du biodesign. Donc ça, c'est un autre format d'étude qui est aussi intéressant peut-être pour les auditeurs. Et, euh, et en fait, c'est assez drôle, ça s'est fait au cours d'un repas avec Gisèle, on parlait de manière un peu informelle, on était à la paillasse ensemble. Et elle me dit que donc elle relève, elle travaille pour les archives patrimoniales et son objectif, c'est plutôt de trouver des traitements antifongiques pour préserver certains papiers et tissus de l'apparition de moisissures. Et elle me dit, tu sais qu'il y a certains micro-champignons qui tachent de manière définitive les tissus et les papiers. Et elle fait, ça donne des couleurs. Donc, Ah. c'est comme ça que c'est un peu né. Là où elle cherchait à trouver ces traitements antifongiques, je lui ai dit, mais attends, c'est génial, il faut que tu me fasses des relevés de ces organismes et qu'on les mette en culture sur certains tissus. Et du coup, on a mis en place plusieurs protocoles de recherche. Et pareil, on a dû pour le moment arrêter cette recherche parce que bah voilà, faute de moyens. Mais l'idée, en tout cas, et les couleurs qu'on a pu obtenir, c'était de pouvoir guider ces organismes sur le tissu à travers le motif. Et ça, j'avais réussi Ouais. à le faire. Donc c'est le Ouais, projet j'ai vu ça sur votre site aussi. Je sais ouais, plus si c'est sur le site ou sur Insta, mais je l'ai vu. sur le Faudrait site. que je mette des liens dans le descriptif pour envoyer au visuel. Je pense Oui, que ça pourrait être intéressant. ouais, mon site est pas très à jour, mais voilà, il y a eu pas mal de recherches que je montre pas aussi, qui sont en cours. Là, je dois en avoir 4 seulement sur le site. Enfin voilà, en tout cas, le type de ressources organiques et évidemment les déchets organiques Mm. m'intéressent beaucoup, puisque à échelle industrielle, ils ont une vraie portée, un vrai intérêt. Mm. Donc voilà, tout dépend des ressources, de la manière dont on les applique, comment les procédés de transformation sont faits. Mais c'est passionnant et je pense que c'est vraiment porteur. Et je pense que Dominique, elle est vraiment sur ces sujets, Dominique Cardon, sur ces sujets depuis un petit moment. D'accord. Bah, je l'ai pas interrogé là-dessus, Dominique, mais je vais lui demander parce que du coup, moi là, je cherche et comme je voudrais organiser cet événement, je suis en train de rassembler tous les invités ou contacts que j'ai eus qui m'ont parlé de démarches qu'ils avaient, mais des trucs hyper surprenants et j'aimerais voilà les rassembler pour que bah voilà chacun prenne la parole, comme on a fait pour l'agriculture tinctoriale, chacun vienne raconter un peu. Donc je vais essayer de collecter ça, mais en tout cas il y a plein de trucs hyper intéressants que vous avez abordés. Moi je trouve ça vraiment hyper canon. Alors j'essaye de regarder. Donc on a parlé des ressources, donc du coup je vois mieux. Rien sur les lichens. Je suppose que c'est Si j'ai essayé, alors en plus les lichens, ça me tient à cœur puisque c'est des organismes symbiotiques qui associent algues et champignons. ouais voilà. J'allais Donc dire c'est un peu le cœur du. ouais, ouais, il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites de toute façon sur les lichens. Donc disons que
le projet, enfin les recherches de l'atelier Symbiosis, je les ai conçues pour interpeller au départ et questionner nos rapports au vivant dans les modèles de production. Donc tout ce qui a été déjà pas mal exploré, je vais peut-être le revisiter si ça a un intérêt à un moment, mais en tout cas sur les lichens, je le voyais pas spécifiquement comme tout ce qui est champignons tinctoriaux, ça n'a rien à voir avec les micro-champignons. Mm, C'est, c'est exploré, il y a plein de choses superbes d'ailleurs mm. qui peuvent être faites avec, mais il faut en tout cas que ça interpelle à un autre endroit. Et moi j'aime bien interpeller, bah, c'est vrai que sur le statut du parasite, voir comment le parasite à un moment peut prendre un autre statut pour le sublimer dans un procédé bah, d'ennoblissement et d'ornementation. Ouais. Et en plus, les lichens, le problème, c'est que c'est souvent c'est souvent protégé ou des zones à risque, des tourbières, etc. Donc, je sais qu'aussi sur la ressource, c'est pas tout à fait des invasives ou il y a aussi ça. J'ai eu plusieurs invités qui m'ont parlé de ça. Alors, tout ce que vous faites, ça a donc des débouchés dans l'art. C'est ce que vous, par exemple, les projets avec Dior. Dans le textile, est-ce qu'il y a d'autres débouchés que vous envisagez avec ces recherches de couleurs, de symbiose, etc. Est-ce que vous parliez d'architecture, ça peut aller vers quoi encore? Je pense que ça peut, enfin, la biofabrication au sens large, elle peut toucher tous les domaines de création. Enfin, en termes d'échelle, ça peut aller loin. Alors, de toute façon, le biodesign, il est né déjà, je dirais plutôt du bio-art au départ. C'est vrai que c'est plutôt les artistes au départ qui ont interpellé aussi. Et je pense que c'est là où mon profil est peut-être un peu hybride, où je passe de peut-être de l'artiste au designer, mais alors ça, c'est peut-être aussi très français, on a besoin de catégoriser. Moi, c'est un peu hybride, hein, je fais un peu de tout, donc je ne sais pas vraiment comment me positionner. Voilà, j'ai une formation en design, mais je fais de la recherche, je suis artisan parce que je fabrique, je fais, je mets en peinture, enfin, donc je sais pas si, enfin pour moi, il n'y a pas de domaine qui ne Ne soit pas serait pas. concerné par ce type de recherche. Après, tout dépend comment elles sont investies. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, au départ, ça peut être juste inspirationnel, donc, comme le biomimétisme, où on va s'inspirer du vivant pour repenser des principes, des formes, des fonctions. Voilà, mais ça n'a pas forcément une visée écologique. Sinon, ça va être plutôt les ressources, et ça, c'est plutôt mon domaine autour de la biofabrication. Comment les intégrer à un endroit dans le procédé et les faire évoluer. Et enfin, je pense, et j'en suis même persuadé, que dans le design produit, design d'espace, il y a beaucoup d'acteurs qui s'en emparent. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup aussi, effectivement, qui le taisent parce que il y a des recherches qui sont en cours depuis longtemps. Et si vous n'avez pas les moyens de les communiquer pour vous protéger, ben, Ah oui, ah oui, il y a ça aussi, ouais. C'est vrai. bah, c'est quand même des secteurs très concurrentiels. Donc, si moi, Hum, je sais que sur mon projet, il y a eu beaucoup de visibilité dès le début, et quelque part, bah, voilà, je crois que ça hum, protège certaines choses. Après, j'étais aussi dans d'autres postures au début où j'étais vraiment un fervent adepte de l'open source. Mais en fait, l'open source, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en France, il n'y a pas vraiment de cas juridique qui fait que on peut être euh, vraiment protégé et crédité et rétribué, puisque c'est un système que je hum. trouve génial, l'open source, où on peut faire émerger des savoir-faire par la communauté. Ça, je trouvais ça vraiment génial au début, et toute la recherche que j'ai fait autour de la cellulose bactérienne, je l'ai faite en open source. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 ans, quand vous voyez que les gens se servent et qu'ils Ouais, rétribuent, ouais, non, ouais. Ouais. bon, bah, c'est compliqué et c'est un autre combat à mener. J'ai vu beaucoup de gens qui travaillaient dans l'open source qui ont arrêté parce qu'en fait, c'est un système qui ne fonctionne pas. Et après, bah voilà, quand vous menez des recherches, euh,
j'imagine que jusqu'à un certain point, vous pouvez pas forcément Mmh. divulguer, en parler. Et en tout cas, Ouais, non, ça s'entend. Ouais, je comprends. je suis certain que Et beaucoup de gens, en tout cas, s'en emparent. ouais, d'accord. J'avais une question, alors un peu, comment on va dire? Un peu de relou, très clairement. C'est, donc on parle de bio-ennoblissement, on voit l'intérêt que pourrait avoir, toute cette inspiration sur plein de domaines d'application. On sait que ça passera par un enjeu économique, c'est que si c'est abordable, accessible et qu'en plus c'est écologique, il y a des domaines qui vont y passer. Ma question, c'est est-ce que vous avez pu faire la preuve d'une réduction d'impact par rapport à votre approche versus l'approche pétrochimique dans l'ennoblissement traditionnel, etc. Est-ce que vous avez fait genre une analyse de cycle de vie ou Ouais. des trucs comme ça? Moi, je fais pas d'ACV, mais parce que vous avez vu à quelle échelle je travaille. Non, mais je veux dire, non, mais j'entends. Mais Euh, je la pose cette question parce que, non, mais en fait, elle est hyper, elle est pertinente. Je pense pour autant l'industrie que l'artisanat. Il se trouve que je suis pas encore dans un modèle productif, je pense suffisamment impactant pour pouvoir m'engager dedans, parce qu'une ACV, c'est quand même costaud. c'est lourd. Et justement, à l'ANSSI, j'avais fait un module éco-conception. Il y avait une personne de l'UTC de Compiègne qui était venue dans le détail nous montrer comment mettre en place une ACV. Je pense que c'est fondamental à plein d'endroits, mais en tout cas pour ma pratique, c'est très lourd. Et vous avez vu, en plus, je fais quand même beaucoup de choses. Moi, je travaille beaucoup. Je travaille 7 sur 7 un peu en ce moment depuis un petit moment. Et je mène plein d'activités. Et c'est vrai que celle-ci, je pense qu'il faudrait l'amener, la CV, sur un projet de recherche où j'aurai suffisamment de financement et où je vois le levier économique qui peut servir derrière. Donc, par exemple, sur les oursins, euh, l'objectif, c'est d'attirer à un moment l'industrie par l'artisanat. Mm. Ce sera peut-être pas mon projet, il va peut-être pas m'appartenir. Je sais pas comment la Sorbonne va, Ouais, ouais, va ça va s'emparer des s'organiser. Ouais. choses. Mais en tout cas, moi, c'est une mise en regard que j'amène par l'artisanat. Et là, oui, évidemment, l'ACV a sa place, mais dès le début, hein, Mm. j'ai envie de dire. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une application déjà concrète, qu'on sache pertinemment si cette application, c'est la plus pertinente, pour pouvoir déjà décortiquer au niveau du process avant de lancer la CV. Enfin, un bon Mm. designer, il doit déjà mettre ça en place en amont. Donc, moi, en tout Ouais, cas, à mon échelle, non. d'accord. Euh, pas de cette manière. Mais j'imagine quand je travaille sur les principes de recherche, je le fais de manière cyclique. Donc, je pense un cycle de vie. Ouais, je Après, comprends. j'en fais pas l'analyse parce que je pense que ce type d'analyse, elle sert soit à un brevet derrière, plus précisément, soit euh, Moi, je une pense que en fait, depuis tous les épisodes que je fais, les gens que je rencontre, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être un levier de faire taire tous les préjugés qui restent collés à la couleur végétale au sens large, que ce soit dans la cosmétique, le textile, le design, les biomatériaux, tout ce qu'on veut. Et j'ai vraiment, je le redis, mais je serais vraiment ravie je sais qu'il y a des projets d'ACV dans différents domaines d'application, j'ai entendu dire, parce qu'il y a beaucoup de off aussi dans les échanges que j'ai avec les invités, mais j'aimerais vraiment que ce soit mis à jour et divulgué, parce qu'en fait, je sais que ça serait un énorme levier de prise de conscience et que ça inciterait davantage les marques, parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a le levier économique, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même, voilà, si c'est 15 fois plus cher, on va pas y aller. Mais par contre, si en plus on vous dit que ça réduit votre impact considérablement, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui pourraient y aller, soit pour des raisons de com, soit pour des vrais intérêts, mais
Si ça démarre par la com, eh ben, peu importe. Le principal, c'est qu'on avance dans la couleur végétale. Donc, Oui, oui. Après, voilà, mais là, c'est une com qui sert un intérêt économique de toute façon. Donc, oui, mais voilà. le Et résultat, ce serait quoi? Ce serait qu'on ait moins de c'est vertueux. synthétique, un peu plus de place pour la couleur végétale ou Ouais, la ouais. couleur. C'est un Alors, peu. je tiens quand même à dire, mais ça, c'est un truc entre, je sais pas si vous aurez envie de le mettre en avant, mais moi, je diabolise pas du tout le synthétique. Moi non plus. Voilà, parce que il y a quand même plein d'applications où il a beaucoup plus sa place. Le végétal, pour moi, est pas une réponse Global. Non, 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 non. globale. On À est plein d'accord. d'endroits, ça ne fonctionne pas. Sur la CV, je pense quand même, enfin, en tout cas, par exemple, à l'IFM, on a surtout des grands groupes qui viennent sur ce module de formation. Ces groupes, ils font des ACV, hein. Ils Bon, sont donc il faut que je me rapproche de. Alors du coup, ah parce que mais moi, je suis en alors quête, hein, je dirais pas vraiment. qu'ils je pense qu'ils les divulguent pas forcément, mais ils sont obligés en interne d'en faire, hein. Ils sont Ouais. obligés Bon. parce qu'il y a des normes RSE, enfin il y a plein de choses à donc pour Donc il qu'une faut que j'aille. entreprise, aujourd'hui, s'installe, de manière pérenne, elle peut pas le mettre de côté. Moi, j'ai des amis dans la production textile. Là, c'est des vrais bouleversements, hein. Depuis 10 ans, déjà, c'est des crises parce que c'est des gens qui ont mal fait au départ, qui ont Oui. beaucoup délocalisé, enfin, qui ont suivi tout un mouvement. Et ça fait pas que 10 ans, hein, vous me direz, mais en tout cas, qui ont travaillé, qui ont profité certainement aussi d'un certain système. Et, euh, et là, ils ont été obligés de revoir leur copie parce que les gens n'achètent plus de la même manière. Donc, je pense Ouais, et qu'on arrive puis à un point d'extrême aujourd'hui où il y a des gens qui ont peut-être envie d'acheter autrement et de l'autre côté, la majeure partie, elle va continuer d'acheter de la merde, pardon de le dire comme ça, mais non, non, mais c'est clair. parce que voilà, c'est une réalité économique qui fait que la plupart, et puis aussi beaucoup de gens sont peut-être pas suffisamment alertés. Enfin, ils voient Alerter et n'ont pas encore forcément les moyens. Il y a ça aussi parce que pas. non, mais ouais, il y a plein de, il y a plein de points. Mais oui, j'ai bossé dans la RSE, donc dans la grande distrie pendant 4 ans. Donc j'ai suivi les ACV, le changement des marques, la réglementation, tout ça. Je vois, mais je trouverais ça tellement intéressant qu'il y ait des ACV qui viennent apporter des preuves et qu'elles soient communiquées. Je trouverais ça vraiment génial. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais Mais j'irai voir, comme ouais, vous l'avez dit. je pense que ce qu'il faudrait que un truc qui serait vraiment intéressant pour faire le lien vraiment vestiaire pour vous, ce serait de suivre de près tous les mouvements de mode éthique. Enfin, je pense, vous avez rencontré Catherine d'Aurillac. Doriac, oui. Ouais. Catherine, moi je l'ai rencontrée par Aurélia Gualdo, dont je vous parlais tout à l'heure. Catherine, on se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, c'est l'une des premières à avoir assisté à mes ateliers. Je faisais des ateliers tout publics autour de la biofab au début. Catherine, elle venait. Enfin, elle s'est ouverte aussi à toutes ces questions. Et en France, dans les mouvements de mode éthique, je dirais que la pionnière, c'était Isabelle Qué, je crois. D'accord. Euh, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place dans les mouvements de mode éthique. Il y a beaucoup de marques qui donnent à voir la chaîne, enfin qui essayent de donner à voir, ou en tout cas de la suivre de A à Z. Mm. Il y a plein de gens qui travaillent comme ça dans le bon sens. Donc je les ai plus en tête. Moi, je me suis intéressé à ça pas mal au début de l'atelier parce que je faisais des conférences souvent et j'ai mis un petit peu de côté, mais avec le Fashion Green Hub, tout ça, je pense que vous pouvez vous mettre Ouais, il en faut que je. lien et vous pouvez avoir pas mal de ressources autour de ça et vous verrez qu'il y a quand même plein de marques euh, qui le font, qui l'ont fait, qui donnent à le voir pour sensibiliser. Bah, top. En France, il y en a, hein, c'est sûr. Bon, bah parfait. Bon, j'aimerais encore parler avec vous pendant des heures, mais ce que je voudrais vous Oui, en poser fait, comme dernière question, c'est est-ce que vous auriez un livre à recommander sur ce qui vous inspire, ce qu'on a un peu abordé, et une personne à qui vous passeriez le micro avant qu'on ne se quitte? ah ouais, un livre.
Mmh. Moi, j'ai un livre de chevet que j'aime beaucoup, qui s'appelle La fabuleuse histoire des hommes et des animaux de Boris Cyrulnik, d'ailleurs, ça n'est pas que de lui. Alors là, désolé, j'ai vu les autres auteurs. Je crois qu'il est écrit, ils sont trois en fait. À l'avoir écrit. C'est un tout petit livre très simple qui raconte nos rapports, notre rapport à l'animal, le principe de domestication, et en fait, ça en dit aussi plus long sur notre rapport au vivant. Nos rapports au vivant, nos rapports de servitude et de contrôle par rapport à ce vivant. Et je pense que c'est ce dont on parle depuis le début avec par le prisme de la couleur, du végétal, Mm. de l'organique, c'est exactement ça. Donc, ouais, c'est un livre que j'aime beaucoup et que je recommande chaudement. Euh, il y en a beaucoup après, sinon, sur la couleur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà évoquées, je pense, dans vos podcasts. J'en ai plein. Euh, En revanche, si j'avais à passer le micro, alors attendez, je suis en train de réfléchir à qui je pourrais passer le micro. C'est vrai que Marie-Sara, ce serait super, hein, Marie-Sara Adoni, c'est une autre approche. On n'est plus dans le végétal, mais euh, pour, Pili? pour parler Pili bio? de vie, ce serait vraiment génial. Alors, Ouais, bah top. je pense qu'elle est super, super prise. C'est pas grave, on peut planifier un. Moi, je m'adapte, hein. Franchement, je Ouais, serais tellement contente de les avoir, Pili, et si vous pouviez être levier, ce serait top. Après, ouais, ils font comme ils veulent, mais on peut relancer Pili Bio, ce serait génial. ouais, ouais, Marie-Sara, ce serait vraiment chouette. Voilà. Bon, bah top. Tony, franchement, un grand merci. C'était super passionnant. Je pense que vous avez battu le record de personnes citées dans un épisode de podcast Ah bon? dans mes invités. Ah ouais, franchement, c'est un truc de dingue. J'en ai noté tellement plein, je souligne. Franchement, merci pour tous enfin, c'est sympa de citer plein de gens. Du coup, ils seront ravis d'être mentionnés. Un grand merci. Et je pense qu'on se dit à bientôt parce que je pense qu'il y aura d'autres sujets qui seraient Ouais, avec intéressants plaisir. de Ça marche. creuser. Merci Bon, beaucoup, Pauline. je vous en prie. Je coupe là.